on veut. Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime le lien, le contact, il aime la nature, il aime le chamanisme runique, il aime la musique, la création, il aime les voyages initiatiques, l'authenticité, l'amour, la liberté, l'énergétique, il aime sa femme, nous voilà rassurés. Elle, de son côté, elle aime son amour. Elle commence par ça. Elle aime les couples. Elle aime son travail. Elle aime sa tribu qu'elle forme avec Bébiou. Ouais. Elle aime aussi la vie en camion. Elle aime l'espoir, l'écriture, transmettre, réfléchir, se poser des questions. Elle aime les humains, la musique. Elle aime l'authenticité aussi. Yeah. Bonjour Maureen et Polo. Hello. Salut. Je suis très heureuse de vous accueillir pour l'enregistrement d'un podcast tout à fait spécial puisqu'on est en public. On est avec des personnes, des hommes et des femmes qui sont venus pour vous rencontrer, qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Il y a une très grande communauté sur les réseaux sociaux. Et comme on se voyait à Paris, on a profité pour accueillir les Parisiens qui étaient dispo ce soir pour vivre cette rencontre. C'est la première fois qu'on fait ça dans le podcast Love Care. Et donc, merci d'être là avec nous. Merci à toi. Ouais. Merci à toi. Merci à vous. Ouais. Merci à vous. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes un couple atypique parce que très inspirant. Vous parlez aussi du couple. On a envie de plus vous connaître ce soir. Peut-être comment vous en êtes arrivé à consacrer votre temps, votre vie, à parler des relations d'amour et du couple en particulier. Est-ce que tu as 6h30 devant toi? Ouais, non. Attention, l'exercice, c'est en 2 minutes. Ouais. Moi, je dirais que c'est arrivé plutôt instinctivement. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai décidé, que j'ai choisi, que j'ai voulu. C'est plutôt quelque chose qui s'est présenté à moi au travers de la vie. Et je crois que depuis toujours, moi, je me suis beaucoup définie au travers du lien, de la relation. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a énormément culpabilisée parce qu'avec le courant New Age du développement personnel, j'ai longtemps eu le sentiment que j'étais complètement outsider et que je me disais mais attends, mais les gens disent qu'ils peuvent se satisfaire eux-mêmes, qu'ils peuvent être suffisants eux-mêmes, et je me disais mais pas moi en fait. Enfin, moi j'ai besoin d'être en lien, j'ai besoin d'être en interaction, j'ai besoin de partager en permanence, et je crois que ce besoin viscéral en fait d'être en relation en permanence et particulièrement aussi au sein du couple, c'est quelque chose que je me suis dit je dois pas être toute seule à l'expérimenter, à le vivre. Et après, j'ai mon parcours de vie personnel et professionnel qui a fait que petit à petit, j'avais pas forcément décidé de vraiment m'orienter autour du couple, mais la vie m'a emmenée à ça. Et ce que m'ont renvoyé les gens de manière générale m'ont confirmé que j'étais probablement sur la bonne voie, sans compter évidemment notre histoire avec Paul qui a été une énorme source d'inspiration pour moi dans mon quotidien. Et je crois qu'en venant aussi d'une famille extrêmement dysfonctionnelle, dans laquelle j'ai observé un couple parental extrêmement violent, je me suis dit il y a quelque chose d'autre, quoi. Tu vois, un espèce d'espoir qui a jamais lâché en moi. Et en devenant maman, c'est vraiment aussi le moment où je me suis dit tu peux changer quelque chose en fait. Là c'est le moment. S'il y a quelque chose qui doit changer, c'est maintenant. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire quotidiennement avec Paul, et on est super content que vous soyez là. Et on est d'autant plus content de voir que ce qu'on propose, qui est parfois un peu à contre-courant, ça résonne en fait chez des personnes. Voilà, pour moi, j'ai essayé de synthétiser. Ouais, mais t'as un petit peu bien résumé. Moi, c'est un peu pareil de mon côté. Et je dirais que c'est surtout, pour moi, le côté, l'envie et le besoin de partager. En fait, ce qu'on a pu apprendre dans notre histoire, avec les péripéties de notre histoire, etc., et sans en faire un dogme, en fait, ou une vérité absolue, c'est vraiment le besoin vital aussi, en fait, de partager. Moi, je trouve que tout le monde m'inspire, en fait, et du coup, on peut être aussi inspirant. Et voilà, donc c'est vraiment sur cette dimension-là, quoi. Du partage. Ouais, du partage, ouais. C'est vraiment du partage et le lien humain, quoi. Vraiment l'humanité, le fait, là, comme là, moi je trouve ça génial là, de se retrouver. Enfin, pour moi, c'est ça la vie, quoi. Même si j'honore aussi les outils qui nous servent à nous mettre en connexion, voilà, comme avec la technologie, les réseaux sociaux qui peuvent être très intéressants. Pour moi, là, comme ça n'a pas de prix, quoi. Ça, c'est clair. Donc merci à tous
Et merci à nous aussi. Je remercie tout. Trop chouette. Ouais, le lien, c'est ça que tu aimes en particulier aussi, tu l'as dit, dans tout ce que tu aimes, Polo. Et aujourd'hui, quand même, votre activité, c'est aussi d'aider, d'accompagner des couples. Ouais. C'est ça? Vous faites comment? Eh ben, alors moi, ça va se faire au travers de la thérapie du couple. Déjà, donc je suis seule sur ces accompagnements-là. Et le but, c'est vraiment non pas de faire la place du couple, mais de permettre au couple de trouver eux-mêmes leurs propres ressources. Et ensuite, on accompagne ensemble au travers des immersions couple alliés. Et là, l'idée, c'est vraiment de proposer un format plus immersif, où les gens vont venir sur plusieurs jours avec nous et on fait un espèce de mélange à la fois de la théorie pour donner des enseignements qui nous paraissent fondamentaux, en tout cas qui nous ont beaucoup aidés, et en même temps des ateliers psychocorporels, à libération émotionnelle, de l'upwelling aussi, pour essayer d'intégrer dans le corps tout ce qu'on peut transmettre d'un point de vue intellectuel. À côté de ça, il y a aussi tous les temps informels qu'on partage avec les couples. C'est ce qu'on s'est rendu compte sur les immersions, et là sur l'immersion qu'on a fait en mai. C'est qu'en fait, entre les moments où on mange ensemble, les moments où il y a des temps libres, en fait, c'est aussi plein de moments où on va énormément échanger avec les gens et on va mutuellement s'inspirer et s'enseigner. Et voilà, c'est tout cet aspect-là. Et, ouais. toi, et comme on l'a dit, puis tu vois, on l'a marqué tous les deux, l'authenticité. Et du coup, ce qui est génial, et là qu'on a remarqué à la retraite, la dernière retraite en mai, vraiment cette authenticité, cette spontanéité entre les gens, au-delà même du couple. C'est-à-dire que pour moi, là, on est vraiment dans ce à quoi j'aspire en tant qu'humain, la connexion, voilà, sans dogme, sans jugement, sans rien de tout ça, quoi, juste le moment présent et passer aussi du bon temps, et puis vraiment aussi se fendre la gueule, quoi, parce qu'on a énormément rigolé, et c'est la base, on est des vivants, quoi, on est des humains, ouais. Les réseaux sociaux, qui est un autre outil qu'on va utiliser pour communiquer à plus large échelle nos idées et puis pour illustrer en fait ce qu'on vit dans notre quotidien, parce que tout ce qu'on essaye de créer comme contenu sur les réseaux sociaux, c'est je le disais cet après-midi, moi j'ai mon téléphone avec moi tout le temps, et en fait il y a 60 fois par jour où je le sors et je me dis putain, ça faut que j'en parle, ça faut que j'en parle, ça faut que je le note, faut qu'on fasse un reel dessus, là on vient de s'engueuler, il faut qu'on le note, et en fait c'est tout ça, et se dire en fait ce qui nous a servi là, la prise de conscience qu'on a eue, la discussion qu'on vient d'avoir, c'est quelque chose qu'on peut illustrer, qu'on peut retranscrire, et qui pourra d'une manière ou d'une autre permettre à d'autres personnes en fait d'avoir peut-être soit des prises de conscience, soit de se dire putain, mais en fait je suis pas tout seul, voilà, ou toute seule, voilà, tout cet aspect-là aussi. Ouais, mais c'est hyper important, parce que je pense que c'est votre grande force, c'est qu'on peut quand même s'identifier aussi à vous d'une certaine façon, parce que vous êtes des vrais gens de la vraie vie, et ça fait même en plus de vous voir en vrai, on se dit vraiment ça, on pourrait être, je dirais, copains dans la vraie vie, et donc le fait que vous partagez un petit peu de vos joies, de vos peines, et surtout ce que vous avez développé comme ressources, c'est quand même une énorme force aussi. Le témoignage, ça a aussi de l'impact. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes là, mais c'est vrai que c'est aussi votre positionnement, puisqu'on vous voit beaucoup à deux sur les réseaux sociaux, vous parlez de vous, et ça c'est un choix assez fort, quoi. C'est un choix, et en même temps faut l'assumer, quoi, parce que ce qui est sûr, c'est que s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est aussi partager une partie de son intimité. Alors souvent les gens, quand on va les rencontrer, quand on va les croiser, même quand on était à la retraite, les gens ont parfois le sentiment qu'ils nous connaissent, mais ils connaissent ce qu'on montre de nous. Et il faut imaginer que dans les réseaux sociaux, on montre 5% de ce qu'on vit, et dans ces 5%, on choisit ce qu'on expose, d'une manière ou d'une autre. Même si c'est 5%, ils sont authentiques. Bien sûr. Ça n'empêche pas, quoi. Tout à fait, ces 5% sont authentiques. Mais ils sont quand même choisis, donc il y a quand même cet aspect-là qui peut biaiser et qui peut parfois, dans la rencontre comme ça, informelle, moi je sais que des fois j'ai une certaine pression, parce que je me dis, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont, comme sur les réseaux sociaux, idéaliser, qui vont nous percevoir d'une certaine manière, et puis tu te dis, ok, les gens t'apprécient, les gens se sentent connectés à toi, mais est-ce qu'ils t'apprécieraient encore, est-ce qu'ils t'aimeraient encore s'ils savaient intégralement qui t'étais, tes ombres, tes blessures, tes pétages de plomb, des moments où voilà, t'es pas de bonne humeur. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut gérer sur les réseaux, et ensuite il y a toute l'exposition qui entraîne aussi indirectement le fait que c'est aussi la porte ouverte à des gens qui vont nous critiquer, nous descendre, être injurieux, nous pressuriser, parce qu'il y a de ça aussi sur les réseaux, et c'est ok, on le sait, même si moi j'estime qu'on ne doit pas banaliser la violence, et que c'est pas parce qu'on s'expose sur les réseaux sociaux que c'est légitime qu'on en prenne plein la gueule. Mais il y a quand même cet aspect-là, et voilà, faut savoir gérer l'intrusion que peut parfois représenter les réseaux, et pas se faire envahir aussi, et vivre au travers de son téléphone, quoi.
Ouais. Puis c'est pas évident aussi à gérer tous les jours, puisque mine de rien, Instagram il est tout le temps avec nous, les réseaux tout le temps avec nous. Et moi, je sais que par exemple, je vais avoir le côté dans notre couple où je vais nous ramener, je suis très intimiste, donc je vais nous ramener à l'intérieur de notre couple et je suis le premier à péter les plombs par rapport au téléphone qui est tout le temps là. Enfin, et mine de rien, ben, c'est aussi grâce à ça qu'on en est là. Donc, mais voilà, il y a vraiment, c'est pas évident, quoi. Des fois, on se sent bien, comment je pourrais dire le mot, intrusé, quand même. Alors bonjour, merci d'être là. Là, tu parlais de couple, de couple dysfonctionnel, tes parents. Et moi justement, je viens de parents dysfonctionnels. Et est-ce que des fois ça t'arrive justement que ce poids, que ce que tu portes ressorte dans ton couple? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à gérer? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur quand ça peut ressortir ou quand ça ressort? Comment tu le gères? Enfin, voilà. Déjà, merci beaucoup pour cette question que je trouve très intéressante et très pertinente. Pour être très honnête avec toi, c'est ce qui a causé notre séparation quand on avait 17 ans, évidemment. Tout ce poids et tout cet héritage de ce que j'avais pu observer, de ce que je pensais que c'était l'amour, être aimé. Et je crois que Paul m'a renvoyé assez rapidement quand on était jeunes en fait, je crois que son habilité à me donner de l'amour et à m'aimer pour ce que j'étais, c'était tellement inconcevable par rapport au système familial dans lequel je vivais, c'était tellement parce que j'observais que pour moi, accepter l'amour de Paul, c'était renoncer à l'amour de mes parents. Et le choix, il a été vite et instinctif, malgré moi. C'est-à-dire que je souhaitais préserver à tout prix la pseudo-illusion de me sentir aimée par mes parents, plutôt que d'accepter l'idée qu'en fait, ce que je vivais à la maison, c'était pas de l'amour, c'était de la violence. Et aujourd'hui, des années après aussi, quand on s'est retrouvé avec Paul 7 ans plus tard, c'est quelque chose qui a beaucoup pesé et c'est encore parfois quelque chose qui est là parce que moi, je ne crois pas du tout qu'on guérit de ses blessures. Je pense, moi, dans ma réalité, qu'on apprend à vivre avec, qu'on peut déposer de l'amour en elles, mais que parfois on ne les accepte pas toutes. Et c'est OK de ne pas tout accepter. Et je crois que par contre, ce qui fait la différence avec avant, c'est que déjà, j'en ai beaucoup plus conscience. Je travaille dessus. Je suis moi-même accompagnée et supervisée et je n'arrêterai jamais de l'être. Qu'on a beaucoup de conscience aussi tous les deux par rapport à ça, qu'on peut davantage en parler. Et on a aussi, on va dire, un phare dans la nuit. C'est notre famille. C'est mon fils qui, pour moi, représente une ligne de conduite. Il nous permet en fait vraiment de se dire... ok, quels parents j'aurais aimé avoir quand j'étais enfant et du coup comment je peux réparer cette petite fille en moi ou ce petit garçon en donnant à mon enfant ce dont j'aurais aimé plus jeune. Bon, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas pour te dire que je partage complètement et que c'est là et que l'héritage et socioculturel et familial est toujours là dans le couple et c'est pour ça que pour moi on n'est pas deux. On est 1 milliard dans notre couple parce qu'il y a toi, il y a moi, il y a nous, mais il y a aussi toutes nos facettes, tous nos ancêtres, toute notre culture. Et tout ça, en fait, ça influence notre lien et notre relation. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bah non, c'est clair, là. Merci. Je répondrai plus tard, là, je vais pas faire mieux, là. Ça tombe très bien que, je sais pas comment tu t'appelles, Arnaud ait posé cette question parce que moi c'est un peu en lien aussi. J'avais écouté un podcast où Maureen a été interviewée aussi et elle a raconté un peu votre histoire et notamment votre relation quand vous étiez très jeune. Et ce qui m'a interpellée, c'est que tu as dit qu'elle était très, très difficile, avec beaucoup de conflits, beaucoup de choses un peu toxiques. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel travail tu as fait ou quel travail vous avez fait, vous, pour justement dépasser tout ça et construire maintenant une relation plus saine. Voilà. Ouais, déjà merci pour ton partage. Et alors, le premier truc qui me vient, c'est que dans tous les cas, on n'est pas les mêmes qu'on était quand on s'est séparés. Et quand on s'est retrouvés, même si en se retrouvant, on a repris là où on s'était arrêté, il y a 7 ans d'écart et il y a 7 ans de vécu chacun de son côté. Du coup, obligatoirement, en fait, on ne peut pas en faire les mêmes choses. J'ai envie de dire aussi que le fait de s'être retrouvé en tribu avec le petit, ça nous a permis, comme tu disais juste avant, d'avoir une ligne de conduite et du coup, je pense qu'il a été même fédérateur et moteur de ces nouveaux cycles, tu vois, il nous a aidé au final à renaître, quoi. Et
en fait, ça a été quoi? Ça a été du travail, ça a été expérimenter aussi des nouveaux conflits, mais qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'avant, quoi. Notre relation à l'époque, elle faisait partie du passé, elle était vraiment à l'époque, quoi. Donc après, on a essayé de travailler avec ce qui était là au moment où on s'est retrouvés. Oui, et moi je dirais que, en tout cas pour ma part, moi assez jeune, dès que je suis partie de chez moi et que j'ai eu mon fils, j'ai été en thérapie en fait. Et donc la thérapie, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée parce que ça m'a permis de mettre de la distance et du recul et de reconnecter à des émotions refoulées en fait, et de mieux appréhender tout ce que j'avais vécu et d'y répondre d'une manière plus cohérente en fait avec la femme adulte, jeune adulte que j'étais. Et puis après, il y a toutes les discussions. Moi, j'estime que la communication, c'est pas la clé, mais en tout cas, savoir vraiment dialoguer l'un avec l'autre, arriver à prendre du recul, se dire attends, mais là, en fait, moi, je connecte à ça, moi, je connecte à ça, moi, j'ai peur de ça, moi aussi, ça, c'est mes limites, ça, c'est ok, ça, c'est pas ok. Tu vois, là, j'observe quelque chose chez toi qui me dérange, et savoir se remettre en question. Moi, je pense que la capacité de n'importe quel être humain à mettre son orgueil de côté, même si c'est souvent une stratégie de survie, et à comprendre pourquoi j'agis. Qu'est-ce qui fait que là, je me sens insécure? Qu'est-ce qui fait que là, je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai envie de pleurer? Qu'est-ce qui fait que là, je me sens bien? Et ben, le fait de pouvoir mettre de la conscience et avoir une vraie compréhension sur qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi à ce moment-là, me permet derrière de mieux comprendre mon allié. Mais l'inverse est tout aussi vrai, c'est-à-dire que plus j'apprends à te comprendre, et peut-être que mieux je peux me comprendre aussi. Donc voilà, pour moi c'est bidirectionnel, ça va dans les deux sens, il n'y a pas de règle. On nous dit trop souvent qu'on doit d'abord faire un travail sur nous, d'abord être bien avec nous-mêmes pour être bien avec l'autre. Moi je ne suis pas d'accord, moi j'estime que c'est une possibilité, mais que je peux aussi apprendre à m'aimer, à mieux me comprendre et à dépasser des souffrances du passé grâce à notre lien, grâce à notre relation. Et c'est valable dans le couple, mais c'est valable dans une relation thérapeutique, c'est valable avec des amis, c'est valable avec des collègues de travail. Enfin, en fait, la relation, d'une manière ou d'une autre, à hauteur qu'elle te blesse, elle peut aussi te guérir. Voilà, et te réparer. C'est pour ça qu'on parle de médecine du couple, ou plus largement médecine de la relation et du lien. Complètement. Mais excusez-moi, j'ai une deuxième question pour rebondir juste sur ce que tu as dit. Tu as parlé de à hauteur qu'elle te blesse. Enfin, j'ai pas toute la phrase, mais et justement, comment on fait la différence entre une relation qui peut être toxique avec une relation qui blesse beaucoup, mais pour nous faire grandir? Eh ben, j'ai pas la réponse à cette question parce que ça dépend de chacun. Okay. Et je pense qu'il y a une énorme limite. De manière générale, alors je mets de côté des relations dans lesquelles il y a énormément de violence, bien que j'estime que dans tous les couples il y a de la violence, de mini-maltraitance dont on ne parle pas, mais les moments où je te fais la gueule, où je te réponds pas, où je vais être humiliant, où je vais être contrôlant, où je vais être jugeant, ce qu'on fait tous plus ou moins dans nos relations d'une manière ou d'une autre, pour moi c'est une forme de maltraitance émotionnelle et affective. Mais si je mets de côté les grosses violences morales, physiques, j'estime qu'une relation de couple dans laquelle on se sent bien et épanoui peut aussi avoir des espaces nocifs en fait. Et pour moi, dans ma réalité, ce qui va faire qu'une relation, je me sens bien et pas dans la toxicité du lien, c'est une relation dans laquelle je sens que mon couple met au service, ou du moins mon individualité est mise au service de mon couple et mon couple potentialise mon individualité. Et je me sens la plupart du temps entendue, comprise, aimée, protégée, sécurisée. Si les 3/4 du temps, je me sens pas libre, je me sens endoctrinée, je me sens humiliée, je me sens enfermée, je me sens violentée, bah là, je peux être emmenée à me poser des questions. Mais moi, j'aurais jamais la prétention de dire à quelqu'un, bah t'as coché telle case, telle case, telle case, donc ça veut dire que c'est toxique, ou un couple sain, c'est ta, comme on voit sur les réseaux. Pour moi, c'est du flan, quoi, tu vois. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, moi, en fait, je veux revenir sur un peu les blessures du passé. Parce que moi, en fait, en ce moment, je vis une relation qui, avec mon ancien partenaire, on s'est séparés il y a 1 an. Donc ça fait depuis mai 2022 qu'on n'est plus ensemble. Mais on avait encore cette connexion entre nous parce qu'on était au début très dépendants affectifs. Donc on a appris, on va dire, à vivre avec et à un peu se détacher de l'un et de l'autre. Et pendant ces 1 an de séparation, je sais que moi, de mon côté, elle aussi, on s'est beaucoup reconstruit et on s'est en fait reconnecté à nous-mêmes. Et là, depuis ces quelques mois, en fait, on essaie de se reconnecter ensemble. Mais on a encore cette petite appréhension, en fait, par rapport à nos blessures du passé, en fait, comme on a peur, en fait, qu'ils ressurgissent. Donc moi, je voulais savoir comment vous avez fait pour, en fait,
un peu, on va dire, avancer ensemble avec ces blessures du passé. Tu veux commencer ou... Ouais, moi j'ai juste envie de dire que déjà on leur a fait de la place. Ouais. Déjà, moi je pense qu'on leur a fait de la place, déjà on leur a laissé l'espace d'exister. Et ensuite on a essayé d'apprendre à les maîtriser. Après, moi il y a quelque chose là qui m'interpelle, c'est quand tu dis dépendance affective, ça c'est pareil. Faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Par exemple, moi je sais que j'ai aucune honte à dire que j'ai besoin de Maureen dans ma vie, mais je me sens pas dépendant affectif pour autant. Donc tu vois, c'est où est la limite, encore une fois, de tous ces mots toxiques, dépendant affectif, tout ça, c'est lourd. Franchement, c'est lourd, quoi. C'est vraiment des trucs, ça enferme, Culpabilisant. c'est culpabilisant, c'est de la lourdeur, c'est vraiment de la lourdeur. Moi, je dirais que la première étape de ce que je m'en souviens, et qu'on continue à faire, parce qu'en fait, c'est tout le temps, c'est vraiment de les accueillir et de leur faire de la place. Ça peut être les verbaliser, comme les vivre aussi. Hein. Nous, on est passé par plein d'épisodes un peu dramatiques, quoi. Enfin, c'est aussi oser, j'ai envie de dire, prendre le risque que ça se repasse pareil, mais avec l'espoir d'en faire autre chose, je dirais, pour ma part. Ouais, moi je rejoins Polo sur l'idée de la dépendance affective, même si je ne mets pas de côté que des personnes très insécures dans leur lien d'attachement peuvent avoir tendance à développer une forme de besoin vital d'être en permanence proche de leur figure d'attachement principale qui, une fois qu'ils sont plus enfants et donc c'est plus papa-maman ou beau-père, belle-mère, ça devient leur amoureux ou leur amoureuse. Mais moi j'estime aussi que pour moi, on est tous dépendants du lien. Pour moi, on a tous besoin d'être en relation. Pour moi, aimer et être aimé, c'est avant manger et boire. Donc, je sais que je vais remettre en question par moments des choses qui, contextuellement, dans notre nouvelle ère, peuvent bousculer. Et je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le vis. Moi, je suis complètement OK avec l'idée. Je ne vois pas pourquoi ça pose problème qu'on puisse dire moi, si je perds mon enfant, je suis dévastée. Si je perds ma fille, mon fils, je m'en remettrai jamais, j'y arriverai pas. Et pourquoi ça nous gêne autant de le reconnaître à l'égard de notre allié ? Pourtant, c'est plus ou moins la même chose, en fait. Et du coup, je rejoins aussi Polo sur l'idée que, pour moi, la première des choses à faire, c'est d'accepter que les blessures, elles sont là. Et que chercher à être un couple dans lequel il n'y a pas de blessure, ou si elle se réveille, en fait, tout est pisse, tout est flex, on est guéri, on est réparé, tout va bien. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Même encore aujourd'hui, avec la conscience qu'on peut avoir sur notre relation et le travail qu'on a fait respectivement, et tout seul et ensemble, il y a plein de fois où il y a des blessures qui se réactivent. La différence, comme on le disait, c'est qu'on a accepté l'idée que ça pouvait se réactiver. On a accepté l'idée que la relation, à certains moments, elle peut faire mal. Ça ne veut pas dire, ça conditionne pas le lien à ce que ça fasse mal, mais ça veut juste dire que c'est pas parce que ça fait mal, c'est pas parce que c'est inconfortable, c'est pas parce que c'est désagréable, c'est pas parce que ça fait peur qu'il faut lâcher. Parce qu'en fait, sinon, tu vois rien, quoi. Enfin, la vie, c'est l'ombre, c'est la lumière, c'est la joie, c'est le rire, mais des fois, c'est la colère, la tristesse, le deuil, la perte, la séparation, le lien, l'union. En fait, c'est toutes ces choses-là. Et je crois que ça commence aussi par accepter que y a des moments où j'en chie. Et il y a des moments où t'en chies. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est on reste chacun de notre côté et on apprend à gérer ça tout seul dans notre coin ? Ou est-ce qu'on le met au sein de l'espace de notre couple ? Est-ce qu'on s'en remet à notre couple ? Je me fais confiance, je te fais confiance, je nous fais confiance. Et on part du principe que tout ce qu'on va être emmené à expérimenter et à vivre au sein de notre couple, ça va nous inspirer, ça va nous enseigner qu'on continue de vivre ensemble toute notre vie ou qu'on se sépare un jour. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc pour moi, c'est plonge dedans et c'est si jamais vous avez vraiment la volonté de justement pas réitérer certains schémas, certains conditionnements que vous avez pu avoir ou que vous avez envie d'aller en profondeur, faites-vous accompagner. En fait, tout simplement, utilisez un tiers qui va pouvoir vous aider à avoir des conversations peut-être parfois un peu difficiles ou qu'on n'arrive pas à aborder quand on est tous les deux. Voilà, faites-vous aider, faites-vous accompagner, faites des activités ou des ateliers qui, d'une manière ou d'une autre, vont vous permettre de mettre de la conscience et de vivre des expériences qui vont vous faire connecter à un niveau d'intimité, d'affection et d'émotion supérieur à ce qu'on a tendance à vivre dans le quotidien quand on est pris par la charge mentale et tout ce qu'il faut gérer en permanence, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, j'ajouterais juste que se faire accompagner ou du moins avoir un espace où il y a un tiers, ça nous permet vraiment, moi je trouve, de regarder le verre ou la bouteille
sous un axe différent, quoi. Et après, il faut trouver la bonne personne, parce que c'est clair que dans ce milieu, il y a aussi plein de gens qui... de toute façon, c'est assez énergétique, tu vois, on le sent, quoi. On voit la personne, si elle prétend nous donner des solutions très rapidement, il y a un problème. Enfin, pour moi, le thérapeute est censé te renvoyer à certaines questions, te questionner pour que toi, tu trouves les solutions et les clés. Donc, je pense que c'est pas évident non plus à trouver la bonne personne qui peut jouer ce rôle-là. Et après, ne jamais oublier qu'en fait, rien n'est figé. C'est-à-dire que tout est tout le temps en mouvement. Enfin, c'est valable dans le quantique, dans le subtil, partout. Tout est tout le temps en mouvement. Il n'y a rien qui est figé, sauf notre mental, quoi. C'est notre mental qui fige les choses. Mais en fait, tout bouge. Hein. Donc il y a aussi, s'en remettre à une confiance plus grande aussi, d'où un peu l'aspect plus spirituel, dimension plus spirituelle, quoi. Et juste dernière question par rapport à la confiance, c'est parce que si on s'est séparés, c'était par rapport à cette perte de confiance qu'on a eue. Je veux savoir par rapport à ça, vu que parfois elle a peur que je la brise à nouveau, que je peux comprendre, et que moi aussi de mon côté je puisse encore la briser. Comment vous avez fait en fait pour avoir dans cette situation? Est-ce que vous avez anticipé, ou alors vous êtes vraiment donné pleine confiance entre vous pour vivre ce que vous devez vivre ensuite? Je crois qu'en fait, en tout cas je vais parler pour moi, j'ai accepté l'idée que me remettre avec Polo, c'était potentiellement mourir de nouveau. Et c'est en ce sens que je fais le lien entre l'amour et la mort, qui pour moi n'est jamais séparé. Et je crois que le principe de la confiance, c'est évidemment que ton allié, d'une certaine manière, il a une responsabilité amoureuse dans le couple, pour te sécuriser, pour te rassurer, pour t'apporter de la contenance. Mais à un moment donné, la confiance, pour moi, c'est une décision. C'est-à-dire que tous les jours, si je veux, si je me mets dans ma facette parano, je peux interpréter tellement de regards, de comportements, d'attitudes, et je me dis, putain, quel con, qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu vois? Mais il y a tellement de fois où je pourrais me raconter, et je suis gavée forte sur ça, mais vraiment, tu vois? Mais je suis exceptionnelle sur ça, mais vraiment, mais je peux te faire des trucs, des nœuds dans tous les sens. Sauf qu'à un moment donné, pour moi, c'est vraiment une décision. Est-ce que ça me fait du bien de me raconter tous les jours que Polo pourrait potentiellement me trahir, me tromper, briser voilà, un contrat implicite et explicite sur certains aspects de notre couple? Est-ce que ça me fait du bien? Non. Est-ce que ça lui fait du bien? Non. Est-ce que ça sert notre lien? Non. Et est-ce que ça me préserve de la souffrance? Non. Donc, à quoi ça sert? Dans tous les cas, même s'il se fout de ma gueule, je vais autant souffrir que ce que je m'y étais préparée. Donc, autant partir du principe qu'il ne le fera pas. Et s'il le fait, je le démontre. Non, mais la liberté d'agir en plus. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la décision et de l'intentionnalité. C'est, voilà, je pose l'intention aujourd'hui de te faire confiance. Et il y a des moments dans notre relation où je vais être plus craintive, ou lui aussi. Des moments où on déconnecte, des moments où il y a plus de pression à l'extérieur, des moments où moi je suis plus connectée à mes peurs, où j'ai plus de doutes sur moi, sur la femme que je suis, sur ce que je veux, sur comment je me perçois moi-même. Et c'est là où, ok, moi je dois travailler sur comment je peux me sécuriser moi de Maureen à Maureen, mais il y a aussi tout ce que mon allié peut m'apporter. Et c'est là où je pense qu'il y a un biais de nouveau dans cette notion du dev perso, du apprends à t'aimer toi-même, apprends à te suffire toi-même, apprends à te rassurer toi-même, oui, mais dans une certaine limite, parce que si on part du principe qu'on est tous des enfants qui, d'une manière ou d'une autre, ont, à un moment donné, exploré ou vécu des traumas, même si c'est des petits traumas, mais des traumas, ces parties de nous qui ont été blessées dans le lien, pour moi, elles ne peuvent se réparer qu'au travers du lien, et du lien avec un autre que soi. Et donc c'est magnifique quand on commence à considérer que l'autre a un vrai pouvoir de nous apporter de la lumière et du réconfort, parce qu'on sort un peu de l'idée du guerrier solitaire, de je me démerde tout seul, et on rentre dans le ok, en fait la vie ça implique aussi quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est effrayant, parce que ça veut dire que tout n'est pas entre mes mains, ça veut dire que je perds une partie de l'emprise sur ma vie, ça veut dire que ma vie dépend en partie aussi de l'autre, et en même temps c'est là où t'as un putain de cadeau, parce que du coup tu t'ouvres à la relation, et tu t'ouvres aussi à tout ce que l'autre peut t'apporter et peut t'offrir. Donc la confiance, c'est quelque chose qui s'alimente en permanence, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se... J'ai pas envie d'employer le mot travail, mais c'est quelque chose qui se nourrit, c'est quelque chose qui se protège, et c'est vraiment comme un jardin, voilà, qu'on va arroser. Et en même temps, c'est aussi la décision d'avoir foi en ce jardin, et que quand il pleut, qu'il y a un temps de merde, ou qu'il y a une sécheresse de fou, et que tu te dis putain, toutes les fleurs elles vont faner, c'est aussi l'idée de se dire
c'est pas grave, ça va le faire. Là, dans quelques jours, la pluie va tomber et ça va repartir, tu vois. Donc c'est vraiment pour moi toutes ces notions à la fois. Je sais pas si on a répondu à ta question. Oui, c'est ça. Faut Merci nous beaucoup, arrêter, ouais. hein, parce que sinon. Non, c'est très parlant, ça. Merci en tout cas. Merci à toi. C'était pour rebondir en fait par rapport à ce que tu as dit. Je pense qu'aussi, enfin moi, ce qui m'aide par exemple dans ce genre de cas ou des problématiques que je vais rencontrer, c'est en fait de moins mentaliser et plus faire avec le cœur. Et en fait, à partir de là, je pense qu'on redescend aussi en termes de... Enfin, on met son ego assez rapidement de côté justement, et en fait, on dépasse un peu ça. Du coup, enfin, on parle plus vraiment à travers nos blessures. En fait, on parle avec notre cœur, et du coup, ça aide beaucoup. Enfin, en règle générale. Et est-ce que tu crois pas que le cœur peut être blessé ? Alors, pour moi, je le dissocie, oui, mais je le dissocie en fait les blessures qui font partie pour moi de l'ego, et le cœur en fait qui connaît pas ça et qui connaît plutôt l'amour inconditionnel, et qui fait que on est tous interconnectés entre nous, et que c'est comme ça qu'on se comprend le mieux en fait, plutôt que de parler avec notre ego et notre mental. Ok. Que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez, enfin toi Maureen, qui parle de cette expression des symptômes qui a été très violente, comment dans la phase de séparation tu l'as géré. Est-ce que toi aussi tu as eu ces questionnements-là de mais quelle image je lui ai laissée, mais c'est horrible, mais c'est terrifiant, et toi Polo, comment est-ce que tu as constaté qu'il y avait en fait finalement un énorme décalage entre ce que Maureen avait pu percevoir d'elle et ce que toi tu as ressenti de ça finalement? Je ne sais pas si très la question clair. est claire. Voilà. C'est très clair, et merci infiniment pour ton authenticité, pour ton partage, voilà, en toute vulnérabilité, comme tu disais qu'il y avait de l'émotion, donc merci pour ce courage-là. La première des choses, c'est que moi, ce que tu dis, ça résonne énormément, et je sais qu'à l'époque où on s'est séparés avec Paul, ça a été extrêmement brutal pour moi, et s'en est suivi 7 ans de silence absolu, dans lequel je n'ai absolument pas pu connecter à Paul. Et c'est vrai que sur les 3 années qui ont suivi notre séparation, ça me bouffait. La culpabilité me bouffait, et le fait de me dire putain, mais en fait j'ai été un tyran, j'ai été un monstre, et c'est ça qui va retenir de moi, et il va oublier tous les bons moments, tous les moments de partage, d'amour, de réflexion, tout ça, il va juste focaliser sur ça. Et en fait je crois que par rapport à la culpabilité, on a souvent tendance, face à quelqu'un qui culpabilise ou qui s'en veut, de lui expliquer par A plus B à quel point il a fait ce qu'il a pu, voilà, il a fait de son mieux, c'est pas grave, voilà. Et en fait, pour moi, quand on fait ça, on passe à côté de cette partie de nous qui a besoin de réparation et qui a besoin de demander pardon. Et moi, je crois que c'est ça dont j'ai été privée dans ce silence, c'est « je te demande pardon », parce que c'était pas entendu. Et je crois que si j'avais eu l'opportunité à cette époque juste, et le courage de prendre mon téléphone ou d'écrire une lettre, qu'importe comment je l'aurais fait, et de prendre ma part de responsabilité, de dire voilà, pour cet aspect-là de notre relation, pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait, je te demande pardon. Et ça prendra le temps que ça prendra, et si tu veux pas me pardonner, c'est ok, mais en tout cas, moi, je te demande pardon, parce qu'il y a des espaces dans lesquels j'ai fauté d'une manière ou d'une autre dans ma vision du monde. Et ben, ça m'aurait énormément libérée d'un gros poids. Et après, par rapport à ce que tu retranscris là, je pense que c'est aussi toi, peut-être... et ça, il n'y a que toi qui le sais, mais en tout cas, peut-être faire de l'espace en toi-même sur ces zones sensibles qui ont été activées au moment des retrouvailles avec cet homme et de la séparation. Et peut-être arriver à déposer autant que tu peux de la conscience, de l'amour et de l'acceptation. Et c'est pas toujours facile. Et on a beau, comme tu le disais tout à l'heure, voilà, parfois être relié à cet amour inconditionnel qui nous touche comme un état de grâce. Enfin, pour moi, l'amour, c'est par essence, en fait. Ça nous traverse, c'est une énergie. Par contre, aimer, c'est une action. Ça demande une action consciente et concrète. Et c'est pas si simple que ça, d'aimer et de se laisser aimer. Et du coup, là, j'étais partie sur quelque chose et j'ai oublié où je voulais aller. Parce que je me fais des nœuds dans le cerveau. Mais attends, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était que oui, c'est aussi OK à certains moments de ne pas parvenir à déposer de l'amour. Et moi, j'estime qu'on a beau être traversé par cette énergie d'amour inconditionnel, le cœur, lui, en tant qu'humain, pour moi, dans ma réalité, en tout cas, il peut être blessé. Et du coup, c'est comment je peux, du mieux que je peux, comment je peux, moi,
essayer de comprendre et me pardonner pour ces espaces que j'ai activés, pour ce mal que j'estime avoir causé, et comment je peux demander pardon. Voilà, c'est vraiment bidirectionnel, c'est de moi à moi et de moi à toi, et comment ça peut être permis dans le lien. Mais une fois de plus, c'est un travail des fois qui prend des jours, des semaines, des années en fonction de chacun, quoi. Oui, ben oui. Du coup, pour te répondre aussi, en fait, moi, quand on s'est quitté, j'ai gardé cette image-là. Mais j'ai bien focalisé dessus pour pas regarder moi, évidemment, ce que j'avais pu faire ou quoi. C'était beaucoup plus facile de se dire, bah, elle est tarée. Moi, je suis la victime, pop-up, puis je m'échappe et voilà, je fais ma vie. Trop facile. Du coup, j'ai focalisé sur ça, bon aussi parce que ça m'avait traumatisé sur certains aspects. Et, et en fait, pourquoi je dis ça? C'est infernal. Qu'est-ce que tu as gardé comme image en fait? Oui, bah du coup, oui, voilà, j'avais commencé, enfin, j'ai focalisé sur cette image-là que Maureen m'avait brisée. Je m'étais dit ça, mais en fait, très rapidement, à cette époque-là, j'ai fermé la porte. C'est-à-dire que je me suis dissocié et je n'ai pas pensé à Maureen. C'est un truc assez incroyable qui s'est passé. Enfin là, même d'en parler, là, je sens que j'ai le corps qui tremble. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que je me suis mis en mode survie. Et j'ai dit, ok, c'est même pas j'ai dit, ça c'est fait comme ça, j'ai tout fermé, et je suis parti, et je suis allé vivre ma vie. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que moi je l'ai pris à retard. Et 3 ans après, j'ai tout pris dans la tronche. Et là, autant te dire que c'est arrivé fois 1000, quoi. Et à ce moment-là, j'arrivais même pas à me laisser l'espace de repenser à nous, de penser à Maureen. En fait, c'était énergétiquement, c'était pas possible, je ne pouvais pas, de toute façon, je n'y arrivais pas. Et du coup, c'est peu avant qu'on se retrouve, où là, vu que j'ai eu un passage très compliqué dans la drogue dure et tout, c'est en décrochant de tout ça que je me suis reconnecté à mon cœur, etc., à mon esprit qui était éparpillé un peu partout en France, mais que j'ai réussi à rechoper en allant aux endroits. Non, je déconne. Et en fait, j'ai réussi petit à petit à m'ouvrir, et en m'ouvrant, je me suis dit, mais je suis désolé, tu vois. Le premier des trucs, c'est je suis désolé et je te pardonne, en fait. Même si c'était hyper dur à verbaliser, quand on s'est retrouvé dans la matière, mais dans le subtil, et je reprends ce que tu disais par rapport à l'énergie du cœur, c'est je suis désolé. Je suis désolé, et puis je suis désolé. Enfin, moi, c'est une culpabilité, elle était énorme. C'est pour ça que je me suis fait aussi énormément de mal. C'est parce qu'en fait, j'avais cette culpabilité de l'avoir quitté aussi brutalement et de même pas avoir répondu à un message, même un an après, d'avoir essayé j'allais dire de se remettre à table, enfin, ensemble, quoi, voilà, d'essayer de refaire quelque chose. C'était juste impossible. Voilà. Et du coup, mais c'est vrai que pour te répondre, oui, moi j'ai cristallisé sur cette image-là. Ça veut pas dire que dans ton histoire avec cette personne, ça va être la même, absolument pas. Et il n'y a pas de règle. C'est juste que moi, comme j'ai dit au début, je me suis servi aussi de ça pour survivre. J'ai préféré me dire ça. Bonsoir. Alors, moi, j'ai une question sur la vision dont vous parliez, que vous aviez sur le développement personnel. Je peux comprendre que le développement personnel puisse avoir un côté un petit peu solitariste, si je puis dire, où en fait, on est seul envers et contre tout, et contre tous et toutes, et on doit se débrouiller seul, et on doit d'abord grandir seul avant de pouvoir grandir et évoluer à deux. Mais il y a une partie avec laquelle je suis d'accord, mais parce que moi, du coup, je suis avec quelqu'un, voilà. Mais pour les personnes qui sont seules et qui n'ont juste pas réussi à trouver la personne avec qui elles peuvent évoluer et grandir, qu'est-ce qu'on leur donne comme réponse? On ne peut pas juste leur dire tu te mets en pause jusqu'à ce que tu rencontres la bonne personne. Et moi, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais oui, moi, ça me dérange un petit peu cette conception-là, parce que, alors après, j'entends aussi que vous êtes orienté sur la médecine du couple et que vous faites peut-être pas d'accompagnement pour des personnes seules. Mais en fait, moi, j'ai plein d'amis, je sais pas, mais j'ai pas mal d'amis qui sont seuls et qui, en fait, ne rêvent que d'une chose, c'est de trouver la personne qui leur correspond. Mais en attendant de trouver cette personne qui nous correspond, comment est-ce qu'on fait pour justement guérir des blessures du passé et de son passé traumatique? Yes, mais merci à toi. Et c'est très pertinent. Et moi, j'ai juste envie de te dire que déjà, on prône pas que... Enfin, c'est pas une règle, ce qu'on est en train de dire.
C'est-à-dire que pour moi, le développement perso, il a complètement sa place. Il y a pas de règle. On peut très bien, au sein du couple, bosser chacun de son côté, ensuite bosser ensemble. On peut très bien se mettre en couple, bosser ensemble pour pouvoir ensuite bosser sur chacun de nous. Et, ou ne pas être en couple, j'allais y venir. Et on peut très bien, en fait, le message là, c'est pas du tout de se mettre en pause. Au contraire, c'est quand on est tout seul, ben, on est tout seul, donc ça devient du développement perso par la force des choses, en fait. Mais une fois qu'on est en couple, ça peut être intéressant, c'est dans cette dimension qu'on essaie d'amener, de passer par le couple et la médecine du couple et ce que ça peut nous apporter pour ensuite faire un travail individuel. En fait, c'est un peu faire le travail individuel au travers de la relation et du lien. Mais par contre, pour les gens qui sont tout seuls, de toute façon, tu n'as pas trop le choix. Enfin, et en plus, d'ailleurs, Maureen fait des accompagnements en solo. Même moi aussi, dans les ateliers énergétiques, tout ça, il y a des gens qui sont tout seuls. Donc c'est complètement OK. Et moi, je suis OK avec la vision aussi du dev perso. Je ne crache pas du tout dessus. Je le respecte. Je dis juste qu'on est... Ce qu'on dit, c'est qu'on est très souvent dans cette espèce de... On nous présente encore une fois une pensée unique, quoi. C'est toujours la même chose. Depuis tellement longtemps, c'est... voilà, ça doit se passer comme ça. Et nous, on dit juste que non, c'est pas obligé. Ça peut aussi se passer dans l'autre sens. C'est juste ça, quoi. Mais merci à toi, parce que c'est parfait comme question. Merci, c'est plus clair. Oui, et puis je crois que... alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, et je te remercie aussi pour la question que tu poses, parce que c'est des fois des peurs qu'on peut avoir aussi à l'égard de nos réseaux sociaux, parce que c'est vrai que des fois on s'est dit putain mais merde, toutes les personnes qui sont toutes seules, est-ce qu'on leur envoie pas un message aussi difficile à accueillir de vous êtes tout seul donc vous pouvez pas avancer, et c'est vraiment pas le but. Malheureusement, quand tu essayes de communiquer sur un sujet, tu sais forcément qu'il y a des gens qui vont pas se sentir concernés ou qui vont le prendre contre eux, et donc c'est difficile, même si on essaye d'être le plus inclusif possible, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà par rapport à ce que tu as dit, moi je crois pas qu'il y ait une bonne personne. Moi je pense que tu vois, voilà, il y a la personne que tu vas choisir. Ensuite, je crois que c'est pas juste le couple. Le couple, pour moi, c'est un espace dans lequel les blessures vont être davantage réactivées. C'est un lieu paroxystique. C'est un peu comme ça que je le vois, où tout est fou, fois 1000. Mais pour moi, c'est la relation qui guérit. Donc, une personne toute seule, en relationnant avec ses amis, en relationnant avec son thérapeute si elle en a un. En fait, pour moi, c'est là qu'elle se développe aussi. Et du coup, ce qu'on dit, c'est que le développement personnel ne doit pas passer au détriment du développement relationnel. En fait, c'est juste ça, nous, notre vision. Et c'est juste pour amener un peu de nuance, tu vois, par moment, dans ce qu'on observe sur les réseaux qui... Parfois moi, mais dans mon spectre de réalité, tu vois, et c'est vraiment pas une vérité. Une fois de plus, c'est notre spectre de réalité qui est biaisé par nos conditionnements, par notre vision, par nos blessures aussi, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est aussi OK si tu te sens pas complètement suffisant avec toi-même, tu vois, parce que moi, au bout d'un moment, je me disais, putain, mais attends, mais moi, je me sens pas du tout suffisante à certains moments, ou mais moi, je me sens pas du tout équilibrée sur certains trucs, ou mais j'ai pas toujours confiance en moi, ou voilà, c'était ce que je disais tout à l'heure, j'ai besoin d'être en relation. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a un problème et qui doit se taper encore 20 ans de thérapie, ou est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'humain, tu vois? Et du coup, c'est plus la volonté, parfois peut-être maladroite, comment on le formule, mais de vouloir déculpabiliser les gens et de vraiment inviter les gens au lien. Pas forcément au couple, mais au lien. Au lien, ouais, déjà. Voilà. Comme on le fait là, quoi, par exemple. Ouais. Mais merci. Merci, c'est plus clair. Alors, justement, moi, pour répondre à ta question sur les personnes qui sont seules, je fais partie de ces personnes qui sont seules depuis maintenant 5 ans après une rupture, plus de 5 ans après une rupture. Et c'est vrai qu'on a ces blessures, ces inconforts et ces insécurités. Et il faut un temps à tout. Ce que tu me disais tout à l'heure, ça me faisait penser un peu au fait de culpabiliser et tout, etc. Ça me faisait penser un peu à moi aussi, en fait. Il faut demander pardon à l'autre, ça peut être quelque chose aussi, mais se pardonner à soi-même, comment on a été à l'époque, on a fait du mieux qu'on pouvait, en fait. En ce moment, là où on le pouvait, Au moment présent, tu as fait du mieux que tu pouvais, tu vois. Ça aussi, c'est important, se pardonner à soi-même et vivre dans le présent. Pas, moi, à un moment donné, je ressassais dans ma tête le passé, en fait. Et le seul fait de repenser au passé, en fait, ça réactivait quelque chose. Voilà, il y a ces choses. Et après, au fur et à mesure du temps, il y a aussi, justement, c'est affronter ses blessures, faire face à ses peurs, à ses inconforts, à ses insécurités, se tenir responsable de sa vie, de ce que l'on veut créer
et tout, etc. Ça donne de la force, mine de rien. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais on se tient responsable. Je me tiens responsable aujourd'hui du modèle de vie à laquelle j'aspire, à laquelle je souhaite créer. Ça me donne beaucoup de force là-dedans et ça permet d'avancer. Et il y a l'amour, effectivement, là on est dans le thème du couple, mais l'amour c'est plusieurs expressions aussi. Il y a aussi l'amour justement dans le don de l'autre, justement à partager ses expériences, à partager ses blessures, comment j'ai réussi à surpasser cela, comment j'ai réussi à améliorer cela, justement, c'est très important, c'est une forme d'amour. Il y a aussi l'amour, moi par exemple, c'était dans ma famille et tout, etc. Ça peut prendre différentes formes. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une société qui dit que oui, peut-être que si tu es pas en couple ou quoi que ce soit, c'est pas forcément à 35 ans et tout, etc. C'est pas forcément bien vu. Ouais, tu vas finir tu vas finir vieux gâté et tout. Mais non, en fait, c'est juste à chacun de trouver sa voie, sa façon qu'il souhaite d'exprimer en fait l'amour, c'est tout quoi. Oui. Voilà. Allô. Merci beaucoup pour ce que tu apportes et j'aimerais rebondir sur deux choses. La première, c'est que tu soulèves quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'à hauteur qu'il y a eu, pour moi, il y a une énorme injonction aujourd'hui aussi autour du couple. C'est-à-dire qu'être célibataire, c'est presque une honte, c'est presque un échec, c'est presque un problème, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui sont profondément épanouis et qui n'ont pas envie de faire couple. De la même manière qu'il y a des couples qui sont profondément bien en couple, mais à qui on va dire « oh là là, vous n'êtes pas indépendant ». Donc, en fait, dans tous les cas, les humains, dès qu'ils se perçoivent différents, ils vont trouver le prétexte pour remettre en question cette différence et pour tenter de les faire rentrer dans leur case, dans leur spectre de réalité. La légitimité de cette différence. Voilà, et du coup, je trouve ça magnifique ce que tu retranscris là. Et l'autre chose, quand tu as parlé de responsabilité, moi j'aimerais juste nommer quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que être responsable et se porter responsable de sa vie de manière générale ne veut pas dire coupable. Et ça, c'est vraiment très important parce que moi, je sais que pendant longtemps, on m'a dit à certains moments, mais Maureen, si t'en es là aujourd'hui, ou si t'as vécu ces expériences traumatiques, c'est que d'une manière ou d'une autre, ton âme l'a voulu, tu l'as souhaité. Et en fait, la seule personne qui peut dire ça, c'est moi, et personne d'autre que moi. Et en fonction des histoires de vie de chacun, je vous assure que balancer ça au visage de certaines victimes de violences, peu importe où, c'est extrêmement violent. Et il y a des parties de nous qui se culpabilisent et qui se disent « putain, mais si j'en suis là aujourd'hui ou si j'ai vécu ça, c'est que d'une manière ou d'une autre, j'ai voulu l'attirer, j'ai accepté. » Et donc, il y a presque une forme de culpabilité, alors qu'en fait, tu peux être en partie responsable de ce qui se passe autour de toi et de ce que tu vas en faire surtout. Mais par contre, tu n'es pas coupable de ce qui t'arrive sur le moment, en fait. Et ça, c'est vraiment une nuance, je pense, qui est fondamentale à se répéter en permanence parce que ça va très vite de tomber dans une forme de biais qui, à la fin, nous fait plus de mal que de bien. Et c'est ce que tu nommais aussi. Et donc, merci pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, donc il faut que j'arrive à organiser tout ça en une phrase. Mais je me dis que des fois, on peut aussi juste pas être prêt à être face à quelqu'un et dans quelle mesure on peut se construire soi sans être dans une relation malgré un don de soi qui est magnifique et qu'on sent énormément, notamment chez vous, mais par exemple ce besoin de régression dans un couple on peut pas forcément le gérer et moi je l'ai beaucoup ressenti aussi et en même temps on en est là où on en est, mais je me demande, voilà, c'est un immense interrogation pour moi, dans quelle mesure on peut gérer ça dans une relation quand l'autre est face à ses propres difficultés qui sont parfois des failles béantes et... Alors, je vais essayer de répondre à... Tu veux commencer, mon amour ? J'espère que je vais rester dans l'axe. Mais en tout cas, merci pour ta question. Moi, je trouve ça très intéressant quand tu dis des fois, on n'est pas toujours prêt à faire couple avec quelqu'un et du coup, à se retrouver face à l'autre. Moi, je me dis, tiens, c'est marrant parce que ça résonne chez moi dans le sens où je me dis, en fait, se retrouver face à l'autre, est-ce que c'est pas aussi se retrouver face à soi ou des parties de soi dont on n'est pas forcément prêt ou prête à gérer, à accueillir. Et en tout cas, ça me fait penser, petite anecdote, sur le fait que quand j'ai retrouvé Polo, moi justement, j'avais le sentiment d'avoir énormément travaillé ses failles, énormément travaillé ses blessures,
Voilà, je faisais beaucoup de méditation, je faisais beaucoup de yoga, j'ai arrêté de fumer. Je me sentais super bien avec moi-même. Enfin, du moins, j'avais ce sentiment-là, d'être super bien avec moi-même. Pourtant, sur plein d'autres aspects de ma vie, ça n'allait pas. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui cherchait à être lissé. Et quand j'ai retrouvé Paul, et que notre relation a généré ce que ça a généré dans notre couple, c'est comme si là, d'un seul coup, il y avait des trucs en moi et je me disais, waouh, mais attends, mais c'est pas possible. J'ai pas passé toutes ces années à bosser sur moi, à me sentir super bien dans mes baskets pour que le mec arrive et qu'il me fasse connecter à des trucs dégueulasses. Mais c'est lui le problème. Tu sais, je me dis, c'est la relation le problème, c'est lui le problème. Tout vient de lui, tu vois. Alors qu'en fait, ce gars avait la capacité à ce moment-là d'appuyer sur les bons boutons où il me connectait à des parties de moi dont j'avais honte, des parties de moi que je voulais pas voir, des parties de moi que j'avais exactement jamais traitées parce qu'en fait, elles ne pouvaient s'exprimer qu'au travers de notre lien à ce moment-là. Et je te rejoins complètement sur le fait que pour moi, on n'est pas toujours prêt ou prête à faire couple. Et une fois de plus, le couple n'est pas une fin en soi. Enfin, je veux dire, c'est pas... on n'est pas obligé d'être en couple dans sa vie. Enfin, tu vois, il n'y a pas... voilà. Mais pour ceux qui ont envie de faire couple à certains moments, et d'où le fait qu'on parle de médecine du couple, mais que ça peut être aussi un espace de destruction, pour moi, le couple, c'est vraiment l'espace dans lequel, j'aime bien prendre cette image-là, quand ça commence à être un peu sécure, tu vois, quand on a passé les premiers mois, peut-être la première année d'illusion romantique, enfin, illusion romantique, je pèse mes mots parce que je sais que tu vas réagir, mais mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on a passé les premiers mois où bon, ok, c'est sécure, c'est bon, ok, je peux y aller. Une fois que tu sens que le lien est à peu près sûr, là, moi, j'attrape le bazooka, je le mets sur mon épaule, et là, je te mitraille, et je vais me rendre justice de toute mon enfance, de toute ma vie, pour toutes les merdes. Je vais me rendre justice avec toi. Parce que le lien me semble suffisamment sécure pour le faire. Et c'est souvent là, en fait, qu'on se sépare. Alors qu'en fait, derrière ça, derrière cette lutte de pouvoir, derrière ce rapport de force, derrière ces manifestations qui sont parfois rocambolesques, hein, mais de blessures qui s'activent, il y a quelque chose en nous qui crie à l'autre. Permets-moi, en fait, de m'aimer, permets-moi de me réparer, permets-moi... Et c'est pas toi qui va me réparer, c'est nous. C'est ce nous qui va me porter dans mon individualité à faire quelque chose de mes blessures ensemble. Et donc, c'est cette perspective-là. En tout cas, c'est ce que nous, on a expérimenté. Et on n'est pas les seuls, puisque les gens que j'observe autour de moi et que j'accompagne et qu'on voit, c'est aussi ce qu'ils expérimentent. Et une fois de plus, ne pas l'expérimenter, c'est pas un échec. Une fois de plus, tout ce qu'on vous partage sur les réseaux au quotidien ou même là ce soir, c'est qu'une proposition de lecture de la vie. Et c'est qu'une proposition. C'est-à-dire que c'est possible, mais il y a 1 milliard d'autres possibilités en fait qui peuvent coexister simultanément et qui parfois seraient complètement opposées à ce qu'on dit. Tu vois, et je pense qu'il faut accepter le paradoxe en fait, de manière générale. Ça y est, je suis complètement partie encore sur autre chose. C'est terrible. C'est ça. Et puis en fait, finalement, est-ce qu'on est prêt à quoi que ce soit ? Clairement. Je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. Tu composes aussi avec ce qui est là. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui, d'ailleurs, je trouve, fait le piment de la vie, quoi. Sinon, mais d'ailleurs, c'est en lien avec le fait de lâcher prise. De lâcher ce contrôle, là, en tant qu'humain, de vouloir tout contrôler. Il faut que je sois prêt. Non, on sera jamais prêt. De toute façon, à quoi que ce soit. Juste, c'est notre capacité à s'adapter sur le moment. Comment je vais pouvoir composer, comme tu l'as très justement dit, avec ce qui est là. Enfin, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont dit. Je suis complètement d'accord avec vous sur ça, quoi. Oui, c'est cette ambivalence, si je peux me permettre, entre ce besoin inouï de se dire que on peut être aimé, on est aimable avec ses failles, avec des fois, mais c'est effrayant de voir ça chez soi, et en même temps de se dire qu'on peut pas forcément faire porter ça dans une... on peut pas offrir ça dans une relation parce qu'on s'en sent pas digne, quoi. Et oui, mais là, c'est très intéressant ce que tu soulèves, parce que est-ce qu'on peut pas déposer ça dans l'espace du couple parce qu'on s'en sent pas digne, ou est-ce qu'on peut pas parce qu'on estime que le couple n'est pas l'espace ? C'est deux choses différentes. Dans un cas, c'est quelque chose que tu perçois comme une croyance qui n'est pas acceptable dans le couple. Dans l'autre cas, c'est une partie de toi qui se contraint à ne pas s'autoriser à faire ça parce qu'elle se juge ou qu'elle estime ne pas mériter ça, tu vois ? Et moi, en tout cas, de nouveau, dans ma réalité, j'estime, au contraire, que le couple est un espace dans lequel on va pouvoir déposer nos peines et nos difficultés. En revanche, tout mettre dans les bras de son allié et lui dire « Tiens, voilà toute ma merde, démerde-toi », là, ça passe pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre nous quand on était plus jeunes.
Voilà. Moi, j'ai un peu vomi toute ma merde, quoi. Et j'ai dit à Apollo, maintenant, tu me sauves, quoi. Tu me sauves parce que moi, je suis en train de me noyer, quoi. Et c'était pas possible. Et en même temps, j'apporte une nuance à ça parce qu'on dit toujours, tu pourras pas sauver la personne que tu aimes, ça sert à rien de vouloir sauver. Moi, je vais peut-être briser un mythe, mais je vous le dis, demain, on est en bateau, Paul tombe en mer. Le réflexe que je vais avoir, c'est de vouloir le sauver. Est-ce que c'est condamnable ? Je sais pas. Par contre, dans l'idée de servir le lien et d'avoir la conscience de ça, c'est-à-dire que, ok, je vais peut-être tout faire pour essayer de sauver mon allié au maximum de ce que je peux, mais ça demande une responsabilité, une conscience de la part de notre allié, d'être capable aussi de dire, attends, mais là tu mets en péril ta vie, là. Là, on a des gens, en fait, sur le bateau. Et donc, si je dois mourir, il vaut mieux que tu restes. Donc là, on parle d'un couple qui est suffisamment conscient pour avoir la faculté de faire cette régulation-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois de plus, il n'y a pas de règle. Et je pense que la vie est bien plus nuancée, bien plus complexe que ce qu'on présente en permanence. Et on essaye de faire des règles. On essaye de dire, voilà, le couple, c'est ça, c'est pas ça. On ne doit pas sauver. Et en fait, dans certaines situations, tu te rends compte que tout ce en quoi tu croyais, ça se casse la gueule et que tu es en train de faire une action que tu as toujours condamnée, tu vois. Et c'est OK. Parce qu'en fait, sur le moment, comme plein de gens l'ont dit et comme tu l'as dit, on s'adapte et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et des fois, tu te surprends à faire des trucs que tu n'aurais jamais pensé ou à ne pas faire des trucs que tu aurais pensé faire. Et c'est OK. Et c'est juste parce que ça se passe au moment où ça se passe. Je ne sais pas du tout si on a répondu à ta question. Bonsoir. Et merci pour votre présence. Merci à toi. Je vais parler de l'âge de mes 19 ans quand j'ai rencontré ma première copine. Bon, là où je croyais que c'était l'amour de ma vie et qu'on allait faire tout ensemble. Parce que bien évidemment, quand c'est la première personne qu'on rencontre, on croit que le hasard des choses fait que on pense qu'on va faire toute sa vie avec. Et en fait, c'était ma première copine, mais c'était surtout ma plus longue relation, 8 mois. Et à la fin de ces 8 mois, en fait, j'ai pas vu le coup arriver parce qu'elle m'a vraiment jeté comme une chaussette. Et en parallèle à ça, en fait, j'avais aussi une difficulté avec les parents. Du coup, j'ai eu le rejet de la copine, j'ai eu le rejet des parents et je me suis reconstruit ou isolé dans le travail parce qu'il fallait que je travaillais. Et quelque part, je sais qu'au fond de moi, je me suis construit dans le travail parce que je n'ai qu'une conscience professionnelle, ça me gouverne à 80%. Et les fois où j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, elle disait qu'elle préférait la personne que j'étais là. Alors que moi, je me préférais avant. Et je me demandais, est-ce que dans votre expérience, les gens que vous rencontrez ou les gens dans cette salle, est-ce que vous avez eu cette sensation de vol d'identité ? Et le pire là-dedans, c'est qu'en fait, je me préfère avec la nouvelle identité que je me suis construite que ce que j'étais. Parce que je considère ça être faible ou exposer mes faiblesses. Par contre, je sais que dans une relation, c'est préférable d'être ce que j'étais avant que ce que je suis maintenant. Tu veux répondre ? Attends, je réfléchis parce qu'il y a plein de choses. La première des choses, c'est que cette notion de vol d'identité que tu décris, moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai expérimenté. Par contre, le sentiment d'être préféré par certaines personnes de notre entourage pour ce qu'on était avant, ça c'est quelque chose que je pense qu'on a tous plus ou moins expérimenté parce qu'on évolue et qu'on change et que, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé d'être face à des personnes qui me disaient Maureen, je préférais ce que tu étais avant que ce que tu deviens maintenant. Et c'est OK. Enfin, c'est OK que tu sortes de ma vie, du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce qui compte pour moi, à mon sens, mais une fois de plus, je parle avec mon spectre de réalité, c'est qu'est-ce que ça vient faire résonner chez toi, en fait. Et dans quelle situation, émotionnellement et affectivement, ça te met. Et qu'est-ce qui te challenge. Et qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as envie, en fait, par rapport à ça. Pourquoi ça a autant de sens aujourd'hui, autant d'impact que cette personne vienne te dire ça. Qu'est-ce que ça vient peut-être bousculer en toi, faire douter en toi ou remettre en question en toi. Et je pense que ces notions d'identité, c'est de l'ordre de l'ego qui est absolument indispensable. On a besoin de se construire une identité, mais pour moi, on a tellement d'identités à la fois en fonction, en tout cas moi je sais qu'en fonction des gens avec qui je suis, des situations avec qui je suis, je vais pas montrer les mêmes choses. Ça veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que je sais m'adapter aussi et je peux pas parler de la même manière
à ma mère, à mon père, à mes frères et sœurs, à mes potes, à mes clients. Tu vois, il y a des facettes où on va s'adapter. Mais je crois que, pour moi en tout cas, là où ça a du sens dans le couple, c'est d'être avec une personne qui accepte tout de nous. Et quand bien même il y a des parties d'elle qui lui font chier, quoi, clairement. Enfin, moi, je sais qu'il y a des parties de Polo. C'était beaucoup plus facile pour moi de lui dire ça, ces traits de personnalité que tu as là, ces facettes que tu as là, ces comportements, ça tu dégages. Hein. Ça n'a rien à faire ici. Hein. C'était plus facile pour moi de dire ça que de me dire waouh, mais peut-être qu'en fait, le challenge d'aimer, c'est aussi de déposer de l'amour en ces parties de lui qui viennent me bousculer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, je ne peux pas juste aimer pour ce qui m'arrange. Sinon, pour moi, je t'aime pas vraiment, en fait. J'aime que ce qui me plaît chez toi. Et pour rebondir sur ce que tu disais au sujet de la vulnérabilité, ce que tu nommes en tant qu'homme, parce que c'est particulièrement présent chez les hommes, et il n'y a qu'à voir l'héritage socioculturel qu'on a aujourd'hui dans notre société, où une petite fille qui tombe par terre et qui se blesse et « Oh, ma pauvre chérie, viens là », un petit garçon, c'est « Allez, c'est bon, relève-toi, ça va passer ». Donc les hommes ne sont pas du tout invités, même si c'est vraiment en train de bouger de plus en plus, et je souligne le courage des hommes en ce sens, mais il y a quand même une forme d'invulnérabilité qui est prônée dans notre société, et particulièrement aussi dans la posture, entre guillemets, des hommes. Moi, je pense que plus les hommes vont s'octroyer l'espace de s'autoriser à être vulnérables dans leurs relations de couple, mais dans leurs relations amicales, familiales, qu'importe, plus ils vont s'octroyer l'espace de dire j'ai besoin d'aide, je sais pas, j'ai peur, j'ai mal, je doute. Et plus, finalement, ça va donner l'opportunité aux autres hommes de faire de même, et donc de se sentir en sécurité de homme à homme, et de sortir du rapport de force et de la domination. Et plus les femmes aussi vont avoir l'espace de pouvoir, elles aussi, faire de même, d'une manière ou d'une autre, parce qu'elles sont, elles aussi, enfermées dans des cases, en fait, autour de ça. Donc, je crois que, voilà, la question, c'est plutôt... toi, qu'est-ce que tu as envie de faire de cette information ? Qu'est-ce que ça génère chez toi ? Qu'est-ce que ça suscite en toi ? Et qu'est-ce que tu peux en faire qui puisse te faire du bien au maximum ? Ouais, puis moi, j'ajouterais un petit truc. Qu'est-ce qui t'empêche aussi de composer avec des parties de ta personnalité de maintenant et des parties que tu trouves intéressantes de ta personnalité d'il y a quelques années ? Tu vois, par exemple, ça peut être sympa de piocher et de faire son puzzle. Et c'est ta liberté. Par exemple, si tu trouves que c'est intéressant d'être vulnérable à une certaine époque, tu peux très bien rester la personne que tu es aujourd'hui en incorporant des choses du passé qui te parlent et qui te donnent du sens. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que tu t'as parlé et puis on pourra en parler pendant toute la nuit là. Mais pour moi, la vulnérabilité, c'est la force. C'est la force. Pour moi, hein, la sensibilité, c'est la force. C'est ça la force. Et c'est ce qui permet de soulever des montagnes. Et c'est ce qui a mis aussi des peuples en rébellion contre des gens qui essayent d'asservir les autres. Autant que d'être dans l'amour et tout, en fait. La sensibilité, pour moi, elle est à la base de l'humanité. Donc la vulnérabilité aussi. C'est ça, pour moi, qui fait de nous des humains. Sinon, on est des robots. On devient ce qu'ils ont envie qu'on devienne. Calme-toi, ça va aller. On veut aussi faire ce genre de podcast. Vous n'êtes pas prêts. Non, mais tu vois ce que je veux dire un peu dans l'esprit. Tu peux composer, vraiment compose quoi. T'es libre de composer. C'est beau d'ailleurs. Merci, ça m'aide beaucoup. Merci à toi. Alors déjà, je voudrais rassurer la personne là. J'ai 45 ans dans un mois et je suis tout seul. Donc, Et justement, moi, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de structurer ma pensée pendant que tout le monde parle parce que c'est un peu en lien avec tout ce qui a été dit. En fait, justement, moi, je suis très fort pour porter un masque. Alors, un masque social, enfin, je veux dire, je suis nickel au boulot et tout ça. Et au début de la relation, justement, j'arrive à porter ce masque. Et donc, je suis parfait. Je suis un peu distant, mais je suis parfait. Par contre, dès que, justement, l'amour commence à vraiment être là, ça devient paroxystique. Et donc, là, ça y est, tu ouvres la porte et puis il y a tout qui sort, quoi. Et justement, moi, j'ai un problème avec l'injustice. Et donc, dès qu'une embrouille commence et que je trouve que c'est injuste, je deviens un connard. Vraiment un connard. Et du coup, c'est ça qui a coûté notamment ma précédente relation. Donc, c'est marrant parce que c'était il y a un an aussi. Donc, je sais pas, il devait y avoir un alignement de planètes chelou il y a 12 mois. Mais toujours est-il que... Non, mais voilà, ouais.
J'entends un an depuis tout à l'heure, c'est assez drôle. Mais, et donc, du coup, la question, parce que là, j'ai quelqu'un en vue, faut que je sois cash. Je lui dise, voilà, à un moment, il va arriver ça. Je préfère te prévenir parce que voilà, je préfère qu'elle soit au courant plutôt que, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, à un moment, ça sort et puis, ah ouais, non, en fait, j'ai pas envie de ça, quoi. Est-ce que c'est mieux d'être cash direct? C'est ce que j'essaye de faire en fait aujourd'hui, mais est-ce que c'est mieux d'être cash direct quitte à faire fuir des gens? Parce que ça fait fuir des gens aussi. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, effectivement, il y a une sélection qui se fait déjà de base, quoi. Il y a une personne, il n'y a pas longtemps, je lui dis, bah là, moi, ça, j'ai fait un burn-out, une dépression, je suis vegan. Ah ouais, non, salut. Bon, en même temps, voilà, c'était... Ouais, ça. Oui, mais tu vois, c'est intéressant Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé aussi dans mon comportement à certains moments de ma vie, d'avoir besoin de me présenter de cette manière-là. Voilà. Moi, Maureen, je suis une grosse conne. En fait, je suis tout le temps en train de gueuler, ça va jamais. Je suis une meuf en colère, j'ai envie de buter tout le monde. Tu vois ? Et c'est comme si c'était le meilleur moyen de mettre l'autre à distance. C'est tu peux pas m'aimer. Tu peux pas, en fait. Je suis une meuf à problème, je suis casse-couille. Et du coup, ça pose la question de est-ce que tu as vraiment envie ? Et est-ce que tu te sens vraiment OK avec cette idée-là ? Ou est-ce que t'es pas déjà en train de base, en fait, de prime abord, de poser les bases pour que ça fonctionne pas et te dire qu'en fait, c'est pas lié à toi, c'est lié à l'autre, tu vois ? Donc ça, c'est la première question que je t'invite peut-être à te poser par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est que pour moi, on ne perd rien à être authentique. Mais être authentique, ça veut pas dire aspirer l'autre, entre guillemets, avec toutes nos blessures, toutes nos peurs, tu vois. Enfin, tu peux aussi arriver et essayer du mieux que tu peux d'être toi, bien que, une fois de plus, moi j'estime que quand on rencontre quelqu'un dans une relation amoureuse, c'est extrêmement difficile de se montrer sous tous nos aspects, parce que comme tu le dis très justement, même instinctivement, par protection de survie, il y a des masques qui s'activent. Mais est-ce que d'ailleurs, au moment où je sais pas comment on dit, le poteau rose, le rideau s'ouvre, quoi, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas là que commence l'amour, en fait ? Voilà. Est-ce que c'est pas au moment où t'arrêtes d'être amoureux, où t'arrêtes juste de projeter ce que t'as envie de voir de l'autre et mettre de côté ce qui te dérange, et que tu vois tout, et que t'exposes tout de toi sur la table, est-ce que là, c'est pas le moment où tu t'offres l'opportunité d'aimer et de laisser l'espace à l'autre de t'aimer aussi? Et il y a des moments où ça va être corsé, il y a des moments où on va douter, il y a des moments où on a peur, il y a des moments où on a envie de faire demi-tour, mais au moins on est là, quoi. Et on se donne l'opportunité de s'accepter mutuellement pour ce qu'on est. Donc, moi, l'invitation que j'ai envie de faire, et c'est pour ça que tous les trucs de... comment ça s'appelle, les coachings en séduction, pour moi, c'est de la manipulation. Enfin, en fait, je fais genre que je suis pas ce que tu penses pour te faire croire que... tu vois, moi, ça crée un bug dans mon cerveau, tu vois. Je me dis, ouais, mais en fait, je suis en train de faire semblant. Je joue une pièce de théâtre, quoi. Mais il y a un moment donné où il va s'en rendre compte, où elle va s'en rendre compte, tu vois. Et là, ça va être super déstabilisant. Parce que la personne va se dire, mais attends, mais t'es pas du tout ce que tu prétendais être. C'est ce qu'on fait tous, hein, malgré nous. Je veux dire, même si on n'a pas envie, on le fait. Mais je pense que si dès le début, tu mets carte sur table sans forcément sortir toutes tes valises, tu vois, direct, y a peut-être quelque chose qui peut se créer. Mais tu vois, ça peut aussi passer par ce que tu viens de nous dire. Tu vois, dans la douceur de dire... putain, mais tu vois, moi, c'est fou parce que là, je suis avec toi dans ce café et il y a tellement de choses qui se jouent en moi, tu vois. J'aimerais te dire plein de trucs comme ça. Et puis en même temps, j'ai de l'appréhension. Putain, c'est tellement authentique. C'est tellement véritable. Là, la personne que tu as en face de toi, elle se dit ah ouais, tu vois, enfin, c'est cool, quoi. Et on arrête de faire style, quoi. Ouais, clairement. Moi, j'ajouterais, mais c'est pareil, c'est dans le même sens. C'est t'es pas obligé d'être aussi brutal, tu vois, peut-être. Genre, ouais, moi, je suis machin, je fais ça. Bah. Et tu vois, l'amener peut-être avec plus de douceur. Et moi, je pense que c'est une super bonne idée. En plus, comme ça, tu vois la personne en face, comment elle va réagir, quoi. Tu déposes ta vulnérabilité. Voilà, transparent, c'est honnête, c'est authentique, c'est ok. Après, je pense toujours pareil, on s'adapte aussi par rapport à la personne avec qui on est, quoi. T'as des gens, ça va le faire fuir, c'est sûr. T'en as d'autres, s'il faut, ça va ouvrir pile poil la porte, c'est parfait. Donc à ajuster, quoi. C'est jamais, il n'y a pas de règle pour. Mais moi, je pense que c'est une bonne idée d'essayer d'être authentique assez rapidement, quoi. Et d'arrêter ce grand truc là du siècle dernier, de devoir faire pendant des mois cette espèce de danse du pan là. C'est
chiant, quoi. Enfin, non, mais je veux dire, c'est fini. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de séduction. On peut la revisiter, la séduction. C'est bon, quoi. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a une réalité aussi, c'est que moi, je sais qu'en ce qui me concerne, le masque qui me convient pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas forcément envie que ces aspects y ressortent non plus. Je comprends. Oui, je comprends complètement. Je crois qu'on n'a tous pas envie que ces aspects ressortent. Et en même temps, est-ce que le couple, c'est pas l'opportunité qu'elle ressorte pour nous offrir la chance de déposer de l'amour dessus? Oser. Ose. Je pense que faut vraiment qu'on ose, quoi. Oui, moi j'ai une petite question parce que je vous connais pas très bien par les réseaux sociaux et vous dites que vous êtes retrouvés après 7 ans. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous physiquement, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et ma double question, on est tous là ce soir pour vous écouter et donc vous faites bien que vous dites bien que vous parliez en votre nom sans dogme comme vous l'avez dit au début, comment est-ce que vous êtes quand même des sachants et quelles ont été vos ressources pour délivrer ce que vous nous délivrez ce soir? Ok, merci déjà pour tes 2 questions. Je vais laisser à Maureen la deuxième partie. Non, moi je vais répondre là. Ça me donne envie du coup de partager comment on s'est retrouvés. Et alors, assez rapidement, évidemment. Donc 7 ans donc du coup de coupure. Avant, quand on s'est rencontrés au collège. Non, je pense que la question c'était maintenant. Hein. Oui, mais le collège ça m'intéresse aussi. Je vous connais pas du tout. En fait, si tu veux, on s'est rencontrés à 12 ans au collège. Voilà. Moi, je parle toujours de Big Bang. Personnellement, ce que j'ai ressenti, c'est cette espèce d'impulsion un peu qui a donné naissance à l'expansion de tout en moi et à l'extérieur de moi. Enfin, vraiment, ça a été la source, quoi. Clairement, je dis pas que j'étais un mort-vivant avant, parce que j'étais en train de quand même me construire, mais du moins, ça a été là que tout s'est enclenché avec Maureen. Donc, on s'est mis ensemble. À cette époque-là, t'es tout jeune. On a testé un petit peu, voilà, mais en restant très pudique, quand même, très, très distant et très pudique. On s'est quittés pour expérimenter autre chose, et que c'était pas forcément le moment. Mais on est resté gravés dans nos mémoires, chacun. On s'envoyait. Moi, j'avais après été viré du bahut dans lequel on était ensemble. Voilà. Et du coup, j'étais retrouvé ailleurs et on continuait chaque année de s'envoyer 1 ou 2 messages par MSN. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu deviens dans ta vie? Sur le Minitel, c'est le mec que j'ai regardé. Et en vrai, il y avait quand même ce lien, ça perdurait, quoi. On avait besoin de temps en temps, voilà, de se rassurer, de s'envoyer un petit message, tout ça. Et après, on s'est retrouvés donc au lycée, où là, ça a été vraiment on s'est octroyé l'espace et le temps de vraiment vivre notre relation. Et ça a été incroyable. Donc ça a été vraiment, moi, l'image que j'ai, c'est le feu, la glace, quoi. C'est les feux de l'amour, le truc. Et on s'est laissé complètement dépasser. Aussi par les événements, on ne savait pas quoi en faire. Il y avait énormément de portes qui se sont ouvertes à ce moment-là. On n'avait pas les clés. À 17 ans, c'est hyper compliqué. Là, Maureen, tout à l'heure, elle parlait souvent, elle dit de sa responsabilité, mais moi, j'en ai une énorme aussi. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout juste la personne qui allait tout porter, mais absolument pas. Moi, j'étais un filou. Je faisais plein de trucs dans l'ombre, là, on savait pas ce que je faisais, c'était hyper mystérieux, c'était infernal de faire ça d'ailleurs, tu vois, quand on y réfléchit. Mais voilà, faut dire, chacun avait sa part de responsabilité, on en a fait ce qu'on en a fait, on a vécu vraiment des mois, pour moi, magiques, où on a vraiment découvert énormément de choses, c'était l'expérimentation, l'exploration, voilà, sur tous les plans, le plan sexuel aussi, c'était incroyable. Et en fait, à tel point que, je reprends un peu ce que tu disais, la fusion, moi je la vois pas du tout comme quelque chose de mal, ou de mauvais, juste en fait un peu à l'échelle pour moi de comment est le monde et comment il est fait. Il n'y a pas de mal incarné ou de bien incarné. Pour moi, tout est une question de nuance, tu vois. Et du coup, pour moi, la fusion, si elle est mal gérée, elle peut devenir destructrice. Mais je pense pas qu'elle soit foncièrement mauvaise, quoi. Je pense que c'est génial d'ailleurs de fusionner.
Et du coup, bref, on a fusionné énormément et on s'est laissé dépasser. On savait pas quoi en faire et ça a switché. Et on a commencé à se faire énormément de mal aussi, puisque moi, c'est une des parties de ma vie où j'ai ressenti le plus de choses dans le côté positif et aussi dans le côté négatif. Je n'ai jamais été aussi malheureux, je crois, qu'à cette période-là. J'ai jamais été aussi heureux qu'à cette période-là dans ma vie. Et aussi, évidemment, depuis qu'on s'est retrouvés. Et Pas pour le malheur. Hein? Pas pour le malheur. Non, bien sûr que non. tu veux enchaîner peut-être? Non, vas-y, mon amour. Et donc, si tu veux, on a essayé de faire comme on a pu, mais ça nous menait droit au mur. Et de toute façon, c'était inéluctable. Il y a la rupture qui allait arriver. Moi, je le sentais venir gros comme une maison. Et en fait, j'ai pris le devant et j'ai décidé de mettre un terme à la relation, tu vois. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fermé la porte. Je me suis dissocié personnellement. Et j'ai repris plus tard dans la tronche cette porte qui était entrouverte. Et il y a eu un gros coup de vent là. Et puis l'univers a soufflé dedans. Et puis j'ai tout pris. Et du coup, ta question au tout début, c'était quoi? Parce que là, je te raconte ma vie. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce que vous êtes retrouvés en fait? Et alors, comment on s'est retrouvés? Ouais. En fait, cette fois-là, moi, j'étais à l'époque 1 an avant de retrouver Maureen. J'étais donc dans la drogue dure. J'étais complètement démoli, clairement, à 2 doigts de mourir. Et en fait, je me suis dit, je peux pas. En fait, il y a autre chose. J'ai autre chose à faire. C'est pas possible, tu vois. Je peux pas rester comme ça. C'est pas possible. Je suis quand même un vivant à la base. J'ai pas envie de choisir la mort. En fait, concrètement, il y a eu 2 choix. Là, pour le coup, c'était binaire. Et j'ai choisi la vie. Donc, je suis revenu à moi-même progressivement. Je me suis mis au vert, etc. Et en fait, plus je me reconnectais à moi, plus je me reconnectais à Maureen. En fait, c'était par les rêves, En fait, c'est assez compliqué à expliquer parce que moi, je crois énormément au monde subtil. Je crois énormément à l'énergétique. Et en fait, pour moi, tout a été vécu à ce moment-là comme ça. C'est-à-dire que je n'ai rien conscientisé, je n'ai même pas eu l'espace de penser quoi que ce soit. C'est mon corps, c'est mon cœur, c'est mon corps, c'est tout. Tout qui s'est activé, et un peu comme dans Sense8, là, où il se voit à l'autre bout du monde, et ça fait des flashs rouges comme ça. Je voyais son âme, là, vers là-bas. Je me suis dit, mais c'est là, faut que j'aille là-bas. Elle est où? Qui suis-je maintenant, tu vois? Enfin, c'est pour moi, de mon côté. Et du coup, c'est ce besoin vital de la retrouver, de me reconnecter à son âme. Donc j'ai eu cet appel surpuissant et dans un dernier élan là, avec l'œil en train de tomber complètement dans le trou, j'ai réussi à prendre l'ordi, à écrire un message qui n'avait ni queue ni tête, truc qui sort de la jungle quoi, hyper dur à déchiffrer. Mais l'important était là, à savoir que je lui demandais pardon. Que je voulais qu'elle sache que c'était l'histoire la plus importante de ma vie et que je lui souhaitais le bonheur, là, voilà, avant de mourir. Mais en fait, je suis pas mort. Voilà, bon, vas-y. Merci, Paul. Ouais, merci. Oui, il y avait l'autre question par rapport au fait que tu nous décrivais comme des sachants. Moi, c'est pas du tout ce que je pense. Moi, je pense qu'on est plutôt des personnes qui expérimentent. D'ailleurs, je ne parle jamais d'expertise. Je parle d'apprentissage, c'est-à-dire que pour nous, c'est pas en tout cas moi je me sens pas du tout légitime à me présenter de cette manière-là et je suis pas confortable là-dedans non plus parce que je continue d'apprendre tous les jours et moi je parle plutôt d'apprentis de la vie du couple. Je nous sens plutôt comme des apprentis et il y a des choses qu'on sait mais tous les jours on se rend compte que ce qu'on pensait savoir ça n'a pas forcément de valeur le lendemain ou ça se démonte par rapport à ce qu'on pensait et je crois qu'en tout cas nous ce qu'on a envie de partager avec vous de manière générale c'est plus notre expérience, nos ressentis, notre vérité, vous faire une proposition de la vie, voir si ça résonne pour vous. Prenez ce qui vous parle, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Et personne n'est supérieur à qui que ce soit d'autre, personne ne sait plus que les autres. Pour moi, on apprend tout autant quand on écoute vos réponses, quand on écoute vos questions, quand on vous regarde, quand on vous parle de manière générale, que vous pourriez apprendre ou être inspiré par nous. En fait, pour moi, c'est vraiment bidirectionnel, ça va dans les 2 sens. Et c'est en ce sens que je refuse de me présenter comme une sachante. Ouais, et puis il y a le côté aussi, c'est toujours très binaire. Tu vois, il y a les sachants et les non-sachants. Ben non. Enfin, nous, personnellement, dans la conception qu'on a du monde, pour moi, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on est tous des sachants, dans ce cas-là. On a tous quelque chose, comme tu dis, à se transmettre, à partager et à s'enseigner mutuellement. Voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas de savant extrême qui a la science infuse ou autre. Alors ça, complètement pas. Et d'ailleurs, je ne vais pas dire qu'on se bat contre ça, mais en alimentant l'opposé, évidemment, on se bat un petit peu
indirectement contre cette idée-là, quoi. Oui, j'entends bien ce que tu dis. Mais pour avoir fait des séances avec toi, toujours très agréable, à chaque fois, Géraldine et moi, on avait le sentiment que tu avais une réponse à nous donner. Et donc, que quelque part, tu savais, tu avais la clé pour nous donner. Tu as utilisé une image un jour de dépoussiérer les grains de sable pour pas que l'engrenage s'enraye. Merci. Et donc à chaque fois, tu as une réponse. Et puis en fin d'exercice, en fin de séance, tu viens avec un exercice à nous proposer. Qu'on respecte pas toujours. Qu'on fait pas toujours, mais ma question c'est ça. Quelle était ta ressource en fait pour apporter ce genre de réponse, quoi? L'amour. Pour moi, c'est l'amour. Parce que... tu vois, ça me touche de le dire, mais pour moi, c'est l'amour. Parce que je sais pas si j'ai toujours une réponse. Je crois que des fois, je vous ai juste renvoyé ce que vous m'aviez dit dans la séance, en fait. Je vous ai juste ramené à ce que vous aviez communiqué ou déposé dans l'espace. Donc déjà, pour moi, c'est des choses qui vous appartenaient. C'était vos ressources que vous aviez déjà identifiées. Juste, je les reformulais d'une manière qui était peut-être plus audible à ce moment-là. Mais je n'inventais rien. Et ensuite, il y a, pour moi, ce que j'appelle l'intelligence du cœur, c'est-à-dire quand on aime vraiment les gens profondément, quand on croit profondément en eux, il y a quelque chose qui, je sais pas comment te dire, c'est-à-dire que moi, il y a tellement de fois en thérapie, mais très honnêtement, où des couples arrivent et exposent certaines problématiques, ou sont en train de s'engueuler en séance, et là, je me dis, oh mon Dieu, je suis complètement paumée. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je gère la situation? Parce que je suis une humaine. Et il y a tellement de fois où je me dis, comment je vais me dépatouiller de ça? Et à ce moment-là, j'ai toujours cette phrase que je te dis souvent. Je me dis, s'il vous plaît, dans ma tête, je dis, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais comme si je m'adressais à quelque chose de subtil et aidez-moi, non pas à leur apporter ce dont ils ont besoin, mais plus à être le canal de quelque chose que je ne maîtrise pas. En fait, c'est pas moi qui crée un truc, il y a une information qui passe, tu vois. Et toujours à ce moment-là, je lâche. Je me dis, allez, tant pis. Si ça foire, c'est pas grave. Et à ce moment-là, je lâche et j'arrête de vouloir trouver une solution parce que, des fois, t'as des trucs qui s'activent en toi, t'as beau le savoir, y a un truc en toi qui se dit, putain, faut que je solutionne le problème, tu vois. Alors que c'est pas ton taf, c'est pas ton rôle, c'est pas ta place, tu vois. Et souvent, quand je me dis ça et quand je lâche, il y a quelque chose qui se passe dans la séance qui fait que, poum, il y a une prise de conscience, il y a, je sais pas, une phrase, un mot qui résonne plus que d'autres que je vais dire, mais qui ne sont que des propositions, puisque je dis toujours, là, je fais une proposition d'interprétation qui est elle-même conditionnée par peut-être mes projections, ma vision du monde, tout cet espace-là. Et souvent, c'est la bonne phrase, le bon mot au bon moment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une synergie, quoi. C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est l'espace, c'est eux. Vous voyez, c'est tout ça, quoi. Voilà. Et même malgré cet exemple-là, de nouveau, je ne me considère pas comme une sachante. Voilà. Peut-être comme une chanceuse, mais pas comme une sachante. Nous, on avait une question sur la tolérance au sein du couple, parce qu'on a remarqué qu'on a souvent ce qu'on appelle des défis au quotidien, où on va un peu se défier entre nous deux, par exemple, mais pour des trucs de merde, par exemple, on regarde le GPS et puis il y en a un qui pense que c'est par là et moi je pense que c'est par là. Et ça va partir en embrouille, mais pour un truc vraiment du quotidien nul. Et en fait, c'est assez récurrent et on a remarqué que dans nos amis, il y a aussi des couples qui vivent ça. Et on sait que parfois ça cache une insécurité et tout, mais c'est très dur de savoir laquelle. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est moins tolérant avec la personne qu'on aime qu'avec les autres personnes. Voilà. Merci beaucoup pour ça, et c'est en effet ce que j'observe aussi. Peut-être aussi, en tout cas, moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est justement parce que c'est sécure que je peux m'autoriser, en fait, à remettre en question ce que tu dis ou ce que tu penses, ou à aller te confronter d'une certaine manière. Et pour ce que vous nommez là, moi, j'estime que dans le couple, c'est plus important d'aimer que de chercher à avoir raison. Mais combien de fois je cherche à avoir raison? D'ailleurs, on en a rigolé à la gare l'autre fois parce que, voilà, il me dit un truc et je lui dis, tu vois, j'avais raison. Il me dit, oui, t'avais raison. Et là, je me dis, oh, ça me fait tellement de bien d'avoir raison. Ça me fait tellement de bien, tu vois. Mais voilà, et en même temps, il faut en rire. Et je crois qu'on n'a pas parlé de quelque chose qui est fondamental et que Paul m'a appris, c'est l'humour. Et l'humour, la dérision dans le couple,
c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre tellement de fois de, hop là, à certains conflits, se dire putain, mais t'as vu là comment on est, mais tu as vu, ouais, c'est vrai, on est cons, on fait les cons là. Et donc en fait, c'est vraiment ce besoin de défendre sa vérité, parce que je crois qu'il y a quelque chose en nous qui s'active par moment dans la différence de l'autre, dans ce que représente l'autre, dans sa différence. Ça peut être très anxiogène, très insécurisant pour nous. Et du coup, je crois que on a tous besoin, plus ou moins dans la vie de manière générale, mais particulièrement au sein du couple, de vouloir imposer sa vérité, parce que une vérité différente de la nôtre, c'est comme si ça venait remettre en question nos croyances et nos certitudes. Et donc c'est plus facile de me dire tu te trompes que de me dire waouh, mais peut-être qu'en fait depuis tout ce temps je vois le ciel bleu. Attends, t'es en train de me dire qu'il est rouge? Non, c'est pas possible, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Et en fait, je crois que plus on accepte de se dire qu'est-ce que tu vois que je vois pas? Qu'est-ce que tu entends que j'entends pas? Qu'est-ce que tu sais que je sais pas? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre en fait? Tout en partant du principe que ça ne remet pas en question ce que je vis et ce que je vois. Ce n'est pas parce que tu vois le ciel rouge, c'est pas parce que tu es convaincu que c'est à droite que ça veut dire que ça pourrait pas être à gauche. Parce que d'ailleurs, quand on réfléchit, ça peut être à droite, mais ça peut être à gauche. Dans tous les cas, tous les chemins mènent à... Non, pas Rome. Pas Rome. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on a vraiment envie de se prendre la tête là? Est-ce qu'on a vraiment envie de perdre notre énergie pour une connerie pareille? Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'en fait, là, on s'apprête à sauter sur l'occasion pour se rentrer dans la gueule? Est-ce que c'est vraiment lié à la route? Ou est-ce que c'est pas lié à ce que tu m'as dit tout à l'heure, 2 heures plus tôt? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui n'est pas passé? Est-ce qu'il n'y a pas une peur future dont on n'a pas parlé et qui fait que là, sur la route, c'est là que je vais lâcher un peu émotionnellement ce que j'ai besoin de te dire. Et du coup, je pense que plus on arrive à mettre de la conscience, pour moi, c'est vraiment mettre de la conscience, parce que avec Paul, on continue de s'engueuler par moments, on continue de pas être d'accord, voilà. Mais par contre, la différence, c'est qu'on n'est plus victime de ces processus, c'est qu'assez rapidement, on arrive à se dire, attends, mais t'as vu là? T'as vu comment on est tendu? T'as vu comment on s'en met plein la gueule? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, chacun se sonde et c'est... Ouais, en fait, moi, tu vois, je crois que je suis contrariée par... Ah, tu vois, maintenant que tu me dis, ouais, moi aussi. Et du coup, boum. Et en fait, c'est un symptôme à ce moment-là, cette route. C'est un symptôme. Donc, soit tu plonges dedans et en fait, tu passes à côté du nœud. Soit au contraire, t'essayes de prendre un peu de la hauteur, métacognition, hop, je fais marcher mon préfrontal et je me dis, attends, il y a peut-être autre chose que la réponse reptilienne et je vais un peu plus loin. Mais ça prend tellement de temps du coup au quotidien. J'ai l'impression que je fais que de parler toute la journée de chaque chose qui arrive. Enfin, c'est hyper prenant quoi en fait. Il y en a qui vont dire que, tu sais, nous, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'on se prend trop la tête et c'est peut-être le cas. Nous, on le vit pas comme ça, en tout cas. Mais je pense en effet que ça demande beaucoup d'investissement. D'où le fait que ça peut être très fatigant, en fait, le couple. Mais comme la parentalité, de toute façon, plus t'es con, mieux tu vis. Non mais c'est vrai, qu'on se le dise en rigolant. Plus simplement tu vis. C'est différent. Plus simplement tu vis. Parce que, bon. Ce que je veux dire, c'est que moins tu te poses de questions, moins tu te remets en question, moins tu te confrontes indirectement à des inconforts, et plus c'est simple, plus c'est confortable. Plus tu commences à te remettre en question, plus tu commences à intellectualiser les choses, plus ça demande en fait du travail. Mais une fois de plus, ce en quoi je crois aussi, c'est qu'il y a des fois, on se prend trop la tête. Il y a des fois, on intellectualise trop, et du coup, on passe à côté de quelque chose qui pourrait être simple et on en fait quelque chose de compliqué. Oui, mais ça, c'est super dur à différencier les deux, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Et d'où l'importance du coup là de la dérision et de l'humour. Et d'ailleurs, on avait pensé à faire un reel sur ça, parce qu'en fait, il y a tellement de fois, c'est génial de se dire, ouais, mais tiens, on va travailler ça, tiens, quel axe de travail. Puis au bout d'un moment, c'est lourd aussi tout le temps de réfléchir comme ça. Et des fois, c'est sympa juste de s'arrêter, de se dire, ouais, regarde ce qui est en train de se passer là. C'est ridicule. Mais sans en plus porter de jugement. Le fait de dire ridicule, c'est pas mauvais, c'est juste, mais stop quoi. Et on peut aussi switcher très rapidement. Donc il y a plusieurs médecines et franchement, la médecine de l'humour, pour moi, elle est primordiale quoi. Pour moi, c'est des gens comme Coluche, tout ça, c'est des grands enseignants, au même titre que plein d'autres personnes. Donc, vive l'humour. C'est pas mal de terminer avec ça, avec l'humour. Moi, ça me va très très bien de terminer cet échange avec ce que vous venez de nous partager, mais de la joie et de l'humour pour désamorcer aussi ces conflits. Maureen et Polo, merci. Merci à toi, merci à vous. Vous avez commencé avec votre présentation en disant que vous aimez l'authenticité. Je pense que c'est un mot qui qualifie ce qu'on vient de vivre, un partage authentique, une rencontre authentique. Comme il y a eu énormément de choses qui ont été partagées ce soir, une petite proposition, c'est qu'on puisse terminer cette rencontre où chacun
pourrait dire un mot avec lequel il repart de cet échange, de cette rencontre, de cette soirée. Et puis voilà, on prend le micro l'un après les autres, juste un mot pour conclure. Tu veux commencer? Cercle de parole. Je vais commencer par dire apprentissage du coup. Pardonner. Partage. Rencontre. Connexion. Expérience. Félicitations pour votre mission de vie. Inspiration. Bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Amour. Enseignement. Il y a, ce que je ressens ce soir, c'est beaucoup d'humain en chacun et chacune d'entre nous. Et beaucoup d'humanité, ça fait du bien. Sincérité. Authenticité. Résilience. Enfin, chemin vert. Merci. Reconnaissance à la vie. Je lâche rien. S'élever et grandir les uns à côté des autres. Progression. Miroir. Merci. Au revoir. Tu me l'as volé, putain. Non, j'allais dire merci aussi et énormément d'amour pour chacun d'entre vous. Voilà, énormément. Merci. Ce qui vient de se passer ce soir, c'est quand même magnifique. On ne se connaissait pas du tout il y a 2 heures. On est tous au départ des inconnus l'un pour l'autre et on a vécu un moment d'humanité. Moi, je suis très émue de ce qu'on a vécu ce soir. Je me dis qu'on va le changer ce monde en ayant cette qualité d'échange. Et merci à chacun, à chacune d'avoir osé ouvrir votre cœur, de pouvoir vraiment être dans ce partage. Il y a quelque chose vraiment, moi, le mot avec lequel je repars, c'est de l'humanité. Et vraiment, merci à chacun. Ça fait du bien, ça pense les blessures, ça donne l'espoir. Donc, merci infiniment. Au revoir à tous. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.